Allez, aujourd'hui, on va faire l'appareil respiratoire, donc la sémiologie de l'appareil respiratoire. On commence bien sûr par les signes fonctionnels. Et bien, tout simplement, les signes fonctionnels, le terme signe fonctionnel veut dire les signes qui sont rapportés par le patient. Bien sûr, euh, ce sont des signes subjectifs parce que tout simplement, le patient peut vous dire la vérité ou bien euh, peut dire n'importe quoi, bien sûr. Donc, les signes fonctionnels sont les signes qui sont rapportés par le patient. Donc, on aura la dyspnée, la douleur thoracique, la toux, l'expectoration, la vomique, l'hémoptysie et les troubles de la voix. Donc, 7 signes fonctionnels. La dyspnée, la douleur thoracique, la toux, l'expectoration, la vomique, l'hémoptysie et le trouble de la voix. Allez, on commence sans retarder. Bien sûr, la dyspnée comme définition, c'est une difficulté ou gêne à respirer. Elle est consciente, volontaire et pénible. Bien sûr, le patient vous dit que j'ai un gêne quand je respire, donc je me sens un gêne. Donc voilà, comme définition de la dyspnée. Donc, c'est une difficulté ou gêne à respirer. Elle est consciente, volontaire et pénible. Bien sûr, le diagnostic différentiel de la dyspnée, c'est l'hyperventilation. Donc, c'est quoi l'hyperventilation? C'est une augmentation de l'amplitude respiratoire. Ça s'accompagne pas de gêne respiratoire. Bien sûr, on aura, bien sûr, l'hyperventilation, elle est caractérisée par l'absence du gêne respiratoire. Donc, bien sûr, on n'aura pas d'atteinte pulmonaire, mais tout simplement, on aura des dyspnées, des fausses dyspnées d'origine métabolique. Bien sûr, c'est tout simplement l'acidose métabolique. Voilà. Allez, l'inspiration. Donc, on sait, donc on va faire un petit rappel physiologique. Donc, on sait que l'inspiration, c'est le temps actif. Donc, on aura le temps actif, c'est tout simplement, il est dû à la contraction du diaphragme. Donc, on dit que le diaphragme, il est le muscle principal de l'inspiration. Voilà. Les muscles accessoires, on aura le sternocléidomastoïdien, le scalène, le grand dorsal et le grand pectoral. Bien sûr, ces muscles accessoires vont contracter lors du gène pathologique. Donc, on dit que lors de l'inspiration normale, donc le patient ne souffre pas d'une dyspnée, tout simplement, ces muscles vont euh, intervenir, bien sûr, d'une façon minime. Mais lors d'une pathologie, d'une dyspnée pathologique, donc tout simplement, ces muscles vont intervenir. Donc je répète, l'inspiration qui est un temps actif, bien sûr, dû à la contraction du diaphragme qui est le muscle principal de l'inspiration. Les muscles accessoires qui vont intervenir lors de la pathologie, c'est le sternocléidomastoïdien, le scalène, le grand dorsal et le grand pectoral. Bien sûr, un petit rappel physiologique, donc on sait que la respiration, elle est normale, elle est automatique, elle est involontaire, elle est inconsciente. Voilà. Donc, cette planche, ce n'est pas la peine. Et l'expiration, ben, tout simplement, c'est le temps passif. Bien sûr, l'expiration, c'est tout simplement le rejet, bien le faire ressortir de l'air. Donc, et elle est due à l'élasticité pulmonaire. Donc, les poumons vont tout simplement vont diminuer de volume. Donc, on aura tout simplement la sortie de l'air. Bien sûr, on sait que le temps expiratoire il est plus lent que le temps inspiratoire. Bien sûr, c'est une théorie, donc les valeurs peuvent s'inverser, mais tout simplement, on dit que le temps expiratoire il est plus large, il est plus lent que le temps inspiratoire. Bien sûr, les muscles expiratoires, on aura le petit et le grand oblique, le petit dentelé et le transverse, bien sûr. Bien sûr, ils sont intervenir lors du gène pathologique qui est la dyspnée. Donc l'expectoration, c'est un temps passif et il est dû à l'élasticité pulmonaire. Le temps expiratoire est plus lent que l'inspiratoire et les muscles qui vont intervenir lors d'une pathologie, c'est le petit et le grand oblique, le dentelé et le transverse. Bien sûr, ces muscles sont cités dans un QCM, donc il faut faire attention, il faut les apprendre. Allez, pour bien sûr la respiration, on sait que c'est un acte plutôt réflexe. Donc on aura des voies centripètes, donc qui vont partir vers le centre, et des voies bien sûr, ou bien des fibres centrifuges, bien sûr, du centre nerveux vers la périphérique. Voilà. Bien sûr, ce n'est pas la peine de détailler tout ça, mais tout simplement, on sait que la respiration, c'est un acte réflexe. Voilà.
ce n'est pas la peine. Ah, donc, on commence bien sûr la définition de la fréquence respiratoire. Donc, la fréquence respiratoire, comme définition, c'est à apprendre. C'est le nombre de mouvements respiratoires par minute. Le nombre de mouvements respiratoires par minute. Bien sûr, elle varie avec l'âge. Bien sûr, elle est à peu près de 14 jusqu'à 22 chez l'adulte et 22 jusqu'à 30 chez l'enfant, bien sûr, mouvements par minute. Bien sûr, la variation est augmentée en cas d'effort. Bien sûr, lors de l'effort, on sait que le sujet normal va présenter une fréquence respiratoire qui est augmentée, donc une comment dire, une polypnée. Voilà, une polypnée. Le terme, c'est une polypnée. Et bien sûr, en altitude, bien sûr, lors, par exemple, vous partir à la montagne, par exemple, pour faire, bien sûr, pour faire du sport, par exemple. Donc, il faut savoir que la fréquence respiratoire va augmenter lors de l'augmentation de l'amplitude. Donc, je répète, la fréquence respiratoire, qui est le nombre des mouvements respiratoires par minute, elle est de 14 jusqu'à 22 chez l'adulte et 22 jusqu'à 30 c'est chez l'enfant. Bien sûr, elle augmente sous l'influence de l'effort et l'altitude. Allez, on commence par l'analyse sémiologique de la dyspnée. Donc, la dyspnée, c'est une perception consciente d'une gêne respiratoire. Donc, c'est un signe subjectif ou fonctionnel, bien sûr, on a dit déjà ça. Donc, c'est un signe qui est rapporté par le patient. Donc, on dit c'est une perception consciente d'un gêne. Bien sûr, l'interrogatoire se base sur la date de début. Donc, vous interrogez le patient, vous demandez la date de début de cette dyspnée, le mode de début qui est brutal ou bien progressif. Donc, brutal, c'est tout simplement veut dire que cette dyspnée apparaît une fois, euh, par exemple, une fois lorsqu'il est, il, par exemple, le patient vous dit que lorsque je monte de l'escalier, des escaliers, donc j'ai trop de problèmes au niveau de la respiration. Donc j'ai une difficulté à la respiration, c'est la dyspnée. Donc elle est brutale ou bien elle est progressive. Par exemple, le patient vous dit que lorsque je monte les escaliers, tout simplement. Par exemple, lors des premiers jours, je peux monter, par exemple, 5 étages sans avoir une dyspnée. Mais maintenant, euh, je monte 2 étages et je souffre d'une dyspnée. Donc, tout simplement, vous suspectez que cette dyspnée, elle est de type progressif. Bien sûr, les circonstances d'apparition, bien sûr, elle est spontanée ou bien provoquée, par exemple provoquée lors d'un effort, bien le sujet fume ou bien la saison, bien sûr. Et l'évolution, elle est permanente ou bien paroxystique. Donc le terme paroxystique veut dire elle vient et elle va. Elle vient et elle va. Voilà. Bien sûr, vous demandez le patient, bien sûr, quel est l'horaire de cette dyspnée. Est-ce qu'au niveau, au cours de la diurne ou bien au cours de nocturne, donc le jour ou bien la nuit, et vous demandez en cours les signes, bien encore les signes accompagnateurs, et bien sûr, vous calculez les signes objectifs. Donc les signes objectifs sont les signes rapportés par le médecin. C'est la fréquence respiratoire, l'amplitude et la durée des deux temps, inspiratoire et l'expiratoire. Bien sûr, ce sont des notions très faciles, donc vous allez vous habituer lors de l'interrogatoire des patients au niveau du service. Donc la date de début, le mode de début, progressif ou bien brutal, les circonstances d'apparition spontanée ou bien provoquée, l'évolution dans le temps, soit paroxystique, soit permanente, et l'horaire dans le nictée-mère, et encore l'existence des signes accompagnateurs, et vous allez calculer la fréquence, l'amplitude. Donc on va parler de ça euh, dans le cours des signes physiques. Bien sûr, les différents types des dyspnées, donc elle est basée sur l'interrogatoire et l'inspection. Tout simplement, inspecter, c'est regarder attentivement, voilà. Donc on a, selon le mode de début, soit on aura une dyspnée aiguë ou bien chronique. Donc l'aiguë, elle est dite brutale, donc emblée à son max, donc aiguë brutale, mais progressive, elle est
plutôt la chronique, elle est de début progressif. Selon les circonstances d'apparition, on aura la dyspnée d'effort, bien sûr. Donc elle est chronique, induite par des efforts très limités et courantes. La durée elle est supérieure à la normale, bien sûr. Et on dit après la cessation de l'effort et qui augmente dans le temps pour des efforts plus en plus restreints. Donc le patient veut dire, euh, je monte, par exemple, je, donc le patient vous dit que lorsque j'étais, euh, par exemple, avant 5 mois, donc je monte les escaliers et euh, après que j'arrive à l'étage 5, donc je me sens une dyspnée dite d'effort. Mais maintenant, donc je monte par exemple 2 étages, je me sens une dyspnée. Donc on dit que tout simplement, la dyspnée d'effort, elle est chronique. Elle est bien sûr l'effort, bien sûr, voilà l'effort qui augmente dans le temps pour des efforts plus en plus restreints. Bien sûr, pour l'intensité de la dyspnée, on aura le nombre des étages, bien sûr, le nombre de marches, le nombre de mètres parcourus. Et bien sûr, l'effort moindre, c'est l'habillage. Donc, le patient vous dit que je ne peux pas habiller. Donc, tout simplement, c'est la première manifestation clinique d'une insuffisance ventilatoire. Bien sûr, pour le mode d'évolution, on aura des dyspnées paroxystiques et les dyspnées permanentes. Bien sûr, les dyspnées paroxystiques, c'est une crise de dyspnée de quelques minutes à quelques heures, séparée par des intervalles de respiration qui est dite normale. Bien sûr, c'est le cas de la crise d'asthme. Donc la crise d'asthme, elle est caractérisée par une crise de dyspnée en quelques minutes jusqu'à quelques heures, et la respiration, elle est dite normale, lors, bien sûr, des intervalles de respiration normale. La dyspnée permanente ou bien de repos, donc on aura des périodes plus ou moins longues de la dyspnée d'effort. Bien sûr, elle se manifeste surtout dans les décubitus imposant position assise, buste verticale qui la soulage. Donc on dit que l'orthopnée va soulager le patient. Donc par exemple, il vous dit que je ne peux pas dormir allongé, donc je dois faire des coussins. Donc il vous dit que je peux dormir tranquillement, à l'aise, quand je fais par exemple 4 ou bien 5 coussins. Allez, on continue. Selon la fréquence, donc on aura la polypnée lorsque la fréquence elle est supérieure à 22 chez l'adulte et 30 chez l'enfant. La bradypnée, c'est l'inverse, elle est inférieure à 14, bien à 22. Et selon le temps, on aura une bradypnée inspiratoire et une bradypnée expiratoire. Allez, la bradypnée inspiratoire, c'est tout simplement l'obstacle à la pénétration de l'air. Donc, on aura soit une laryngite, soit des fausses membranes. C'est par exemple au cours de la diphtérie laryngée ou croup, ou bien le corps étranger. Bien sûr, c'est une dyspnée dite aiguë. Bien sûr, elle est accompagnée d'un coronage. Donc, le terme coronage veut dire tout simplement c'est un bruit inspiratoire qui est caractéristique. Et bien sûr, le tirage qui est défini par des dépressions inspiratoires des parties molles su, sous et intercostales, susternales, sous-sternales et intercostales. Et la bradypnée expiratoire, c'est tout simplement l'obstacle à la sortie de l'air. Donc, bien sûr, on aura des atteintes des branches de tout calibre. Bien sûr, elles se voient au cours de la crise d'asthme. Et bien sûr, c'est une dyspnée dite paroxystique, on a parlé déjà de ça. Bien sûr, elle est s'accompagner d'un sifflement expiratoire. Donc, on dit c'est une respiration sifflante, parfois à distance. C'est tout simplement les sifflements respiratoires sont les râles sibilants. Donc, le patient présente des sifflements respiratoires. Vous les entendez donc, lors, bien sûr, l'entrée du patient euh, euh, la chambre, voilà, dans la chambre du service. Allez, je récapitule bien sûr pour les différents types dyspnées qui sont basés sur l'interrogatoire et l'inspection. Donc, on aura selon le mode de début aigu bien chronique. Donc, la dyspnée aiguë, elle est brutale, donc emblée à son max. La dyspnée chronique, elle est dite progressive. Selon les circonstances d'apparition, on aura la dyspnée d'effort, elle est chronique.
bien sûr, induit par des efforts très limités courants. Bien sûr, on dit que- bien sûr, on dit que elle augmente cette dyspnée d'effort dans le temps pour des efforts plus en plus restreints. Donc, je vais vous expliquer déjà ça. Et bien sûr, l'intensité de la dyspnée. Donc, vous interrogez le patient combien de nombre d'étages, le nombre de marches, le nombre de mètres parcourus, etc. Et par exemple, le patient, si vous rapportez un signe comme, euh, par exemple, il peut pas, il vous dit, je ne peux pas habiller. Donc, c'est tout simplement, vous suspectez, c'est tout simplement la manifestation clinique d'une insuffisance ventilatoire. Donc, on a parlé déjà sur le mode d'évolution. Donc, on aura des dyspnées paroxystiques. Bien sûr, elle se voit lors de la crise d'asthme. Donc, on a dit c'est une crise de dyspnée. Elle est séparée, bien sûr, elle est de quelques minutes jusqu'à quelques heures. Elle est séparée des intervalles par des intervalles de respiration normales. Et bien sûr, la dyspnée permanente ou bien de repos. Donc, on a dit que le patient ne peut pas. euh, Elle se manifeste bien sûr surtout dans le décubitus, donc imposant. Donc le patient vous dit que je ne peux pas dormir en décubitus en position allongée. Donc il va changer la position en position assise, buste vertical. Donc ça va soulager le patient. Donc on dit que l'orthopnée va soulager le patient. Euh, la fréquence, on a dit la polypnée et la bradypnée. La polypnée, c'est supérieur à 14, plutôt supérieur à 22 chez l'adulte et 30 chez l'enfant. La bradypnée, c'est inférieur à 14 chez l'adulte et 22 chez l'enfant. Et selon le temps respiratoire, on aura une bradypnée inspiratoire, donc l'obstacle à la pénétration d'air. Donc on aura soit une laryngite, soit une fausse membrane, c'est la diphtérie laryngée ou bien la croupe, soit un corps étranger. Voilà. Donc, elle est dite aiguë. Bien sûr, elle est s'accompagner d'un cornage. C'est tout simplement un bruit inspiratoire caractéristique. Et un tirage, c'est une dépression euh, inspiratoire des parties molles, susternale, sous-sternale et intercostale. La bradypnée expiratoire, c'est tout simplement l'obstacle à la sortie de l'air. Donc, on aura, bien sûr, on aura des atteintes des différentes branches, de tous les branches, plutôt de tous les calibres de branches. Donc, elle se voit au niveau de la crise d'asthme. Bien sûr, elle est de type paroxystique. Donc, elle est accompagnée d'un sifflement expiratoire caractéristique. C'est tout simplement le sifflement lors de la respiration. Donc, c'est tout simplement les râles sibilants.